Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à un one-shot de Stabat Mater avec, en tant que MJ, le créateur de ce jeu, Sénac. Bonsoir Sénac. Bonsoir. Ouais, c'est énergique, on se lance. En plus, là, on va faire le premier épisode, donc on est tous hyper investis. Oui. Avec des noms de personnages hyper inventifs. Et on racontera les coulisses plus tard. Ou pas. Ou pas. Bien ou pas. Ouais, en tout cas, c'est aux Octogones qu'on t'a connu et avec un univers qui était vraiment top. On a lu un petit peu cet univers, on avait envie de faire une partie avec toi. Tu as répondu positivement. Tu as fait 8 heures de trajet pour venir jusqu'à nous et on t'en remercie. C'était vraiment super. C'est mon sens de l'orientation pourri qu'il faut remercier, parce que j'aurais dû mettre 5 heures. Ouais, mais ça montre ta détermination, ton Ma pugnacité, ouais, ma résilience aussi. Ouais. Gros niveau de stupidité aussi. Ouais. Je sais pas, peut-être, on sait pas, on verra. Mais en tout cas, tu as rédigé un magnifique scénario dans ton univers. D'ailleurs, avant de te laisser la parole, peut-être on va se tourner vers les futurs joueurs, dont je ferai partie. D'ailleurs aussi. Mais vous, Stabat Mater, alors est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez plein de petites images en tête déjà? Comment vous l'appréhendez un petit peu cet univers de jeu? Je vais utiliser un mot lié au vocabulaire du monde, résonance. Voilà, ça résonne. J'ai envie de voir comment on peut s'investir dans un personnage pour juste le vivre et pas simplement le jouer. Une petite pression, moi. L'univers a l'air tellement riche et je me sens tout petit en fait par rapport à tout ce qui va nous attendre, à tout ce que tu as créé. Et on va voir, on a de la pression. Ouais. Moi je triche, comme toi. Parce que, disons-le, le premier prix, c'est un petit peu grâce à nous quand même. Oui. Il est là. Quand on fait partie du jury, on a envie de jouer après avec les gens avec qui on croit, quoi. J'ai absolument pas du tout de pression, moi. Après ça, c'est bien, je suis tranquille, j'ai rien à perdre en fait. J'ai aucun espoir à décevoir, personne à trahir. Non, c'est bien, c'est parfait. Nickel. Eh ben, je vais te laisser la parole justement pour décrire un petit peu ton univers de jeu. Alors, dis-moi, ou dis-nous, d'une manière générale, Stabat Mater, c'est quoi finalement? C'est un univers médiéval fantastique où il n'y a pas de dragons, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de gobelins, il y a des humains. Et puis, il y a aussi des sculptures des anciens empereurs qui mesurent 70 mètres de hauteur. Il y a des tours sorties de terre qui culminent à 400 mètres. Il y a des contes et des légendes de créatures épouvantables qui rôdent à l'orée des forêts, les villages où les gens sont très resserrés les uns autour des autres auprès du feu. C'est un monde qui est violent, qui est difficile, avec beaucoup de guerres, beaucoup d'armées de métier, 3 grandes factions qui se tapent dedans, et au milieu de tout ça, il y a des enfants qui naissent avec une étincelle, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est une capacité surhumaine. Totalement incompréhensible, comme ne jamais pouvoir perdre l'équilibre, disparaître au flair des chiens, et parfois des choses beaucoup plus impactantes. On parle de sorcellerie, on parle des 5 dieux de cet univers qui sont capables de créer des prodiges, et puis un peu plus loin, on entend le nom de Stabat Mater comme étant peut-être la résurgence d'un ancien dieu. Ça voudrait dire qu'il y a des anciens dieux, donc qui sont les nouveaux? Il y a un empire tout-puissant qui tient 2/3 de ce monde, sous une coupe bien réglée, et des gens qui partent à l'aventure, qui font de l'héroïsme simplement pour sortir de leurs conditions ou sauver quelque chose, se battre pour des symboles, pour l'humanité. Et tous leurs actes, les actes des joueurs, résonnent dans ce monde et le changent en profondeur. Ils vont créer des cataclysmes, scénario après scénario. Ok, eh ben ça donne envie d'y jouer. Sachant qu'en plus, la particularité, en plus d'un univers qui est vraiment foisonnant, hyper intéressant, et puis t'as vraiment, c'est ça ce qui est cool quand on a le créateur du jeu, c'est qu'on peut vraiment avoir le souci du détail dans le descriptif de cet univers. L'avantage, c'est que c'est un système vraiment narratif, parce qu'il n'y a pas de système de dés. Juste une question de points à dépenser, ce genre de choses, mais c'est vraiment la narration qui prime par rapport à un système très simulationniste. Là, on est vraiment dans une histoire qui... Ça ressemble à ça dans un premier abord, et c'est normal que tu le penses comme ça, mais en réalité, c'est un système simulationniste, parce que
les points que tu as devant toi, qu'on peut avoir sur la table, les tokens qui sont devant toi, constituent tes points d'énergie, c'est-à-dire tes points d'effort, mais également tes ressources vitales, tes points de vie si tu préfères. Et quand tu dois faire des choses qui dépassent ce que tu es capable de faire, par héroïsme, par effort que tu fais, tu vas retirer des points d'énergie. On les récupère très difficilement, très lentement. Ce qui fait que quand tu commences à jouer héroïsme sur héroïsme ou situation désespérée en situation désespérée, tu vois physiquement devant toi tes points qui fichent le camp et il t'en reste que quelques-uns. Donc, avec l'effort de ton personnage, tu sais que tu ne vas pas pouvoir surinvestir 3 actions après. Donc, tu dois vraiment bien choisir. Et ça te met vraiment dans une situation de « mais qu'est-ce que je fais ? Et comment je fais pour protéger mes points ?» Et c'est là où tu l'entraides avec les autres joueurs. Le fait de jouer le personnage, sur ta fiche, tu as des traits de personnalité. Quand tu les utilises, ça t'aide à faire les tests mieux, ça te donne des bonus. Le fait de prendre du temps, le fait de réfléchir à l'avance à ce que tu vas faire, en fait, ça te met dans une situation réelle, telle que nous, on la vivrait aujourd'hui. Tu cours après ton bus, si tu vas taper un sprint, tu vas arriver à l'intérieur in extremis parce que tu auras tout cramé, tu as 0 glucose à l'intérieur de ton bus, mais tu l'as eu. En revanche, si on te demande ensuite de faire un 400 mètres haies, tu vas dire non. Et bien c'est comme ça aussi. Et résultat, quand on colle à cette réalité, c'est en ça que c'est simulationniste, on n'est pas obligé de faire les tests tout le temps. Mais si jamais on voulait les faire tout le temps, alors on serait effectivement dans une forme d'incarnation qui est très réaliste. Et c'est de là que l'héroïsme jaillit, parce que dans le choix des actions que font les joueurs, qui sont très concrètes et très ancrées dans ce réel imaginaire que l'on joue, eh bien à ce moment-là, ça te donne vraiment une impression d'incarnation absolue, et donc d'évasion absolue. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des petits liens avec d'autres actual play effectués à droite et à gauche. Eh bien, depuis Octogone, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir faire 4 actual plays sur des chaînes amies, concurrentes, amies. Et le dernier actual play est sur votre chaîne. Et maintenant, on peut le dire, en réalité, ils sont tous reliés. C'est-à-dire que si jamais vous découvrez le tout premier actual play qui a eu lieu sur la table de rencontre, ensuite sur la JDR Academy, sur la chaîne de Vieux Geek, salut, et sur Time to Roll, maintenant sur Critical Play, eh bien, on a le dénouement de ce qui est en réalité une campagne, et les joueurs ne le savaient pas quand ils le jouaient, et maintenant les spectateurs peuvent remonter un petit peu le chemin du Petit Pousset et comprendre que tout ce qui a été joué jusqu'à maintenant concourt à une seule chose, narrativement parlant, que l'on va découvrir à l'issue de ce scénario, si vous êtes bon. Moi, j'ai fait mon job, maintenant c'est à vous. Okay. Vous allez me détruire ça et... Ben, on va voir ça après le générique. Dans le monde que vous connaissez, que vous avez arpenté jusqu'à présent, pendant toute votre carrière professionnelle riche, variée, il existe 3 grands pôles. Il existe l'Empire, surpuissant, 2/3 du monde connu. Il existe les terres de l'Est, lointaines, mystérieuses, dangereuses. Et il existe l'Alliance de Boréalis, les pays du Nord. Beaucoup de légendes, hein, des montagnes gigantesques, des forêts infinies jusqu'aux endroits où le soleil ne se couche plus jamais, du froid en permanence, des icebergs, des banquises mouvantes, et donc un peuple marin qui maîtrise tous les courants. Et au milieu de Boréalis, les îles Levantines. Et les îles Levantines, c'est un archipel d'un millier d'îles à peu près, qui sont toutes reliées entre elles par des ponts de pierre, dont la plupart sont fortifiés, et avec des garnisons qui sont dessus. La particularité est que ces ponts sont à différentes hauteurs pour ne laisser passer que certains types de tonnage de navires. Ce qui forme en fait une espèce de toile d'araignée labyrinthique
qui a résisté depuis des millénaires aux invasions des autres pays, notamment de l'Empire. Et au cœur de cette toile d'araignée, il y a le joyau de la couronne, il y a la cité marchande de Borée, qui est la capitale de Boréalis. Et cette capitale est tellement importante qu'elle est capable de régir aujourd'hui l'intégralité des flux commerciaux à travers le monde, par les cours de toutes les marchandises qui s'échangent à droite ou à gauche. Tous sont régis, à Borée, par les princes marchands. Et dans l'immense palais de Borée, les princes marchands ont... certains sont en monopole, certains sont en position de suiveur, et les différentes couleurs de ces princes sont suspendues sous forme d'immenses tentures de dizaines de mètres claquant au vent en fonction, au gré de ceux qui ont l'avantage sur les autres. Donc ça change régulièrement, ce qui fait que le gouvernement de Borée dépend de ceux qui réussissent le mieux commercialement. Borée est également connu pour abriter le siège de la Société des Explorateurs, une société extrêmement réputée, très difficile d'y rentrer, qui compte les plus grands capitaines du monde connu et qui finance beaucoup d'actions philanthropiques et d'actions de recherche et d'expédition pour aller chercher des reliques, des artefacts ou aller prêter main forte à des personnes dont on n'a plus entendu parler à différents endroits du monde, aussi reculés soient-ils. C'est important parce que les personnages qui vont jouer ce soir font partie de cette Société des Explorateurs et j'aurai plaisir de les laisser se présenter. Pour le moment, ils se tiennent au milieu de la populace, à proximité du grand palais princier, car aujourd'hui, au son des cloches et avec des quantités innombrables de vols d'hirondelles qui sont lâchés, il y a le mariage d'un de ces princes, la maison de Ruinard, marie son fils aîné, Peter, avec une femme de l'Empire nommée Isabelle de Morveau. Une femme absolument magnifique, dont on vante la beauté partout dans Boréalis, une immense chevelure noire, striée d'une longue mèche blanche, en travers. C'est la fête. On est au niveau du printemps à peu près. La mer n'est pas du tout déchaînée. Tous les ports sont complètement noirs de bateaux amarrés. Et même d'habitude, on n'entend que dans le ressac les hurlements des dockers sur les parties marchandes du port qui font rouler les tonneaux, le claquement des cloches, le vent à travers les gréements, à travers les fanions et les drapeaux qui claquent en permanence, les mouettes omniprésentes partout. Là, maintenant, on entend surtout le tumulte des gens qui attendent de voir sortir de la chapelle, du palais, le couple marié qui doit s'échanger les anneaux sigillaires de leur maison. C'est un mariage dont on parle énormément, car c'est un rapprochement entre des familles de deux continents séparés par une guerre commerciale et qui pourrait changer potentiellement beaucoup de choses dans le monde. Et au milieu de ces gens-là, au pied de ce palais qui s'étire dans la hauteur le long d'une colline et qui serpente allée par allée pour en atteindre le sommet, c'est un palais pratiquement de conte de fées où chaque tour est relié aux autres par des ponts suspendus de pierre comme une espèce de dentelle aux arches qui servent de belles fenêtres. La lumière y pénètre par tous les côtés et les vitraux colorés diffusent cette dernière partout autour comme une espèce de myriade chatoyante qui vient frapper en grandes taches le peuple en dessous. J'apprécierais, s'il vous plaît, désormais, que vous présentiez aux spectateurs qui vous êtes. Eh bien, je suis Michael, un contrebandier qui préfère quand il y a une forte tempête en mer. J'ai voyagé de nombreuses fois et la tempête me permet de me cadrer. J'ai le cerveau qui part un peu dans tous les sens. Ça se voit régulièrement avec mes yeux qui observe de gauche à droite très rapidement un petit peu tous les éléments autour de moi. D'ailleurs, c'est ce que je fais actuellement, je regarde un petit peu l'ensemble de la scène. Mon visage est plutôt marqué, on sent que j'ai beaucoup voyagé. On a vraiment cette impression que je suis quelqu'un de bourru, mais au final, quand on me connaît, je suis plutôt généreux et avec une pointe d'humour. Et là, j'attends fermement
la sortie de ces deux membres de ces deux grandes familles. Précisons toutefois que ta couverture officielle, c'est marin, C'est marin. capitaine de navire. Oui. Voilà. Ce que j'ai été sûrement par le passé, mais disons Oui. que j'ai toujours eu l'envie de faire de l'argent. Je te remercie. À toi. Eh bien, je jouerai ce soir Eda, une courtisane au grand cœur, qui est toujours souriante, toujours un peu festive, mais qui peut avoir certains moments de pince sans rire, on va dire ça comme ça, aux yeux de tous. Et là, elle fait partie des festivités, tout simplement pour profiter du moment. Pourquoi est-elle connue? Eh bien, elle est connue du coup pour tenir une maison. Un orphelinat. Oui, une grande philanthrope. Exactement. Voilà, une grande bourgeoise, veuve beaucoup trop tôt, éplorée, jamais remariée, et cette grande fortune accumulée désormais au service des plus démunis. Tout à fait. Bravo, hein, vraiment. Merci. Et ben moi, ce soir, je jouerai Elias. Donc Elias, donc je suis un courtier, je touche un peu à tout, je connais pas mal de noms dans la ville, dans la cité. Je pense que beaucoup de gens passent par moi et j'ai quelques adresses. Et puis, un peu plus officieusement, je suis plus dans le trafic de marchandises plus ou moins illégales. Et j'ai pas mal de dossiers sur tout le monde, quoi. Et là, je suis, moi, surtout observateur de toutes les personnalités qui pourraient être présentes au mariage, en fait. Tous les noms un peu connus de la ville. Oh, il y en a quelques-uns. Du coup, je jouerai Forst Stoneharm. Vous me voyez plutôt taciturne et observateur. Je surplombe la populace assez facilement, je suis assez grand et je porte le poids des années sur de larges épaules. On sent tout de suite que je ne laisse rien transpirer, rien d'inutile. Je suis tel qu'on me voit. On se doute qu'il y a derrière moi quelque chose de lourd et de passif. Voilà. Donc ça ne cache rien, je suis un spadassin. Voilà. Une petite question, est-ce que vous dissimulez des armes sur vous? Non. Alors, petite précision pour les spectateurs, la Société des explorateurs est en réalité une façade, une couverture pour le monde du crime organisé au degré le plus élevé de compétence qui soit. Et les membres de cette dernière qui sont aujourd'hui parmi la populace en train d'observer les gens qui rentrent dans la chapelle sont certains de ses représentants les plus aguerris. Prenons par exemple Forst, qui se présente comme un spadassin, c'est un tueur à gages. C'est une personne qui est capable de faire disparaître tout et n'importe quoi en autant de paquets qu'il sera nécessaire. Si l'on prend le cas d'Elias, c'est un trafiquant. C'est quelqu'un qui est capable de faire passer n'importe quelle marchandise, inanimée ou vivante, sur n'importe quelle frontière, sous n'importe quel radar. Et il cède en général pour cela pour les talents inouïs de contrebandier de Michael, qui est capable également de faire taire n'importe qui à coups de surin bien placé, soit entre les molaires, soit entre les omoplates. Quant au joyau de la couronne, Eda, elle est effectivement une grande philanthrope, une grande courtisane, une véritable veuve éplorée et dirigeante d'un orphelinat pour les plus démunis qu'elle entraîne pour devenir la piétaille qui va aller au casse-pipe dans les affaires infâmes menées par cette guilde de criminels. Et pourquoi est-ce que ces 4 sinistres personnages sont présents aujourd'hui à Boré pour un mariage dont, par ailleurs, ils n'auraient pas grand-chose à faire en temps normal? Eh bien, c'est parce qu'ils sont employés. Ils ont reçu effectivement la missive de la guilde, de la Société des explorateurs, qui leur dit, voilà, vous avez une mission qui est extraordinairement importante, qui nous a été payée une véritable fortune. Comme toujours, ils ne connaissent pas le véritable commanditaire, de manière à ce que, sous la torture, ils ne puissent pas livrer de nom. Il faut toujours se préparer à ce genre de choses. Et en revanche, votre mission est très très simple. Si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe, qui sort de l'ordinaire, il faut exfiltrer Isabelle de Morveau jusqu'à son navire. De là où vous êtes, vous avez trouvé un appui sur lequel vous avez une bonne vision des chemins en marche d'escalier qui montent jusqu'à cette petite chapelle qui est détachée du grand palais
par une petite dizaine de mètres le long de cette colline. Et sur ce sentier qui est bordé d'arbres en fleurs, vous voyez donc la procession disparaître à l'intérieur de la chapelle. Les dimensions de cette dernière sont assez imposantes. On est sur une chapelle qui ressemble plutôt à une basilique, pas loin de 200 mètres de long. Et les cloches tintinabulent avec vacarme. Le vent commence à se lever, les embruns marins arrivent jusqu'à vos narines, et vous voyez la procession qui suit les mariés, qui pénètrent également dedans. Toi qui étais en observation, qui regardais bien, les personnes qui y avaient autour, les personnes qui pouvaient rentrer dedans, ainsi que toi qui étais vraiment en guet, il y a quelque chose qui tout de suite titille tes années d'expérience. C'est que parmi les enfants qui semblent, ou les jeunes personnes qui semblent suivre en chasuble la procession, il semble y avoir des adultes, mais qui portent les mêmes vêtements et qui ferment la marche. Oui. Il semble y avoir... C'est difficile à estimer à cette distance, parce qu'en plus il y a du mouvement, il y a le passage entre les arbustes fleuris, mais il te semble distinguer peut-être entre 5 et 7, 8 personnes qui dénotent pour toi. Mais c'est vraiment récupéré du coin de l'œil. Okay. Le vent se fait de plus en plus fort, rend difficile les conversations. Les gens commencent à essayer de se rapprocher pour attendre la sortie. Normalement, la transmission des vœux et l'échange des anneaux sigillaires, c'est-à-dire les sceaux aux doigts des nobles dont ils font l'échange pour marquer leur union, ne prend pas énormément de temps, un petit cérémonial, une trentaine de minutes, c'est fait. Et après, bon, voilà, on retourne à l'intérieur du palais, on fait les signatures de traités, les maisons sont unies, désormais il y a une ligne de transmission officielle qui sera établie, et chacun repart chez soi, sauf les mariés qui normalement convolent en juste noces. Ainsi sont les traditions de Borealis. Et les portes de la chapelle, de cette grande chapelle, se ferment désormais. Et la dernière personne qui ferme la porte, qui la tire vers elle, si jamais c'est un adolescent ou un jeune, ou un enfant, toi, tu es l'impératrice. Ok. La procession qui est rentrée, c'est une très grosse procession ou est-ce que c'est un petit comité? C'est relativement un petit comité, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà à l'intérieur en réalité, mais des gens que tu as vu rentrer, il doit y avoir peut-être une toute petite vingtaine de personnes. Globalement, vous êtes, en termes de dénivelé, 40 mètres plus bas sur la colline, okay, et en termes de distance, vous êtes probablement à 600-800 mètres. Et pour pouvoir arriver jusque là-bas, c'est un lacis de pavage et d'escaliers taillés directement dans un joli jardin arboré où normalement la populace n'a pas le droit de se rendre, évidemment. Cela fait partie en fait de la partie princière. Et là où vous êtes, c'est sur les grandes places qui permettent d'y accéder, ce qui, elles, peuvent accueillir beaucoup plus de monde. Et à vue de nez, en termes de monde, là, il doit y avoir facilement 4000-5000 personnes. Okay. Alors pas que sur cette place-là, il y en a un petit peu partout, il y a des gens qui montent sur les toits des maisons voisinantes, il y a une partie du faubourg qui vient mordre jusqu'à proximité, donc il y a encore des gens qui se mettent là-dedans, il y a beaucoup de gens qui ont fait la fête, qui ont ouvert leur maison, les gens sont tous à la fenêtre agglutinés, c'est un jour de fête, de liesse, de réjouissance, les gens attendent la sortie, c'est un événement majeur dans leur vie. Pour peu qu'il y ait une sortie. J'en fais part à l'ensemble du groupe en disant il y a quelque chose qui cloche. Les personnes qui viennent de fermer la porte ne font pas partie de la procession. Vous l'entendez très mal, le bruit, le vent, le tumulte. Alors, ouais, et j'essaye de ne pas parler fort. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les personnes qui viennent de refermer la porte n'ont rien à voir avec les enfants qui ferment habituellement la procession. Clairement, c'était un adulte. Je pense qu'il faut qu'on essaye de se rapprocher, voire de rentrer dans la basilique avant la fin de cette cérémonie, si jamais elle a une fin. Les grilles à l'entrée des jardins sont évidemment fermées, gardées également. Et ce sont les gardes de Boré qui viennent directement de Frostholm, les grands guerriers gris de légende qui sont ici, des hommes qui font presque 2 mètres, et qui, eux, sont armés. Évidemment, dans Boré, personne ne porte d'armes, parce que si quelqu'un sort porter une dague à la ceinture, par exemple, visible, ce serait
un témoignage d'intention. C'est qu'il viendrait pour faire du sale et auquel cas tout le monde se jetterait sur lui. Je touche ma barbe avec mes nombreux petits trous. J'ai l'habitude, quand je réfléchis, de le faire. Et je te regarde. Soit. On peut toujours essayer de rechercher, voir s'il y a un quelconque problème. Maintenant, rentrer à l'intérieur, ça serait un peu judicieux pour le moment. Sans parler de rentrer à l'intérieur, mais se tenir prêt. Mm. Nous sommes, je pense, trop loin pour réagir en cas de quoi que ce soit. Comment les enfants ont été sélectionnés, ceux qui font partie de la procession? Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Si jamais tu devais deviner par rapport aux usages que tu connais, on va dire, des agissements de la noblesse ou de la bourgeoisie comme ça, c'est du népotisme. Ce sont les fils ou les cousins ou les neveux d'eux, et c'est un grand honneur qu'on leur donne à eux de pouvoir rentrer dans le sein des saints, c'est-à-dire, en clair, se rapprocher des éléments de pouvoir. Voilà. Vous vous souvenez de mon neveu, il a tenu les bagues. Donc c'est probablement des enfants de très bonne famille. Oui, donc je n'aurais pas pu, moi, infiltrer un des enfants de l'orphelinat auparavant, tu vois. Dans aucun univers parallèle potentiel. Est-ce que la société des explorateurs peut avoir des agents parmi les gardes gris? Ah, ça, tu le sais, c'est totalement impossible. Impossible Les aussi. gardes Les gris, gardes gris sont, c'est incorruptible. Mais Ce sont des personnes qui ne parlent quasiment jamais. Tu connais les légendes Oui, sur le ça, processus de sélection à Frostholm. venant du même endroit, voilà. Oui, parce que tu es de Frostholm Je suis toi-même. Frostholm. Bien sûr, tu connais davantage les choses. Tu connais beaucoup de personnes qui sont parties sur les terrains d'entraînement et ils ne sont jamais revenus. Ok. Et s'il y en a qui sont revenus en étant garde gris, t'ont plus jamais adressé la parole. Ok. En revanche, tu sais que, martialement parlant, un garde gris est capable de tenir tête à 2 légionnaires de l'Empire. Moi, j'ai confiance en Forst et bille en tête, je monte. Et comme j'ai l'habitude du ressac, des navires qui tanguent, etc., en fait, j'ai l'impression de presque être à bord d'un navire et j'escalade, je grimpe comme ça très rapidement les marches. Tu réussis, grâce à cette expérience du ressac, à naviguer dans cette foule dont les mouvements contraires permanents sont assez déstabilisants sans perdre ton cap, ce qui vous autorise à le suivre. C'est ce que j'allais dire, voilà. Et en revanche, les grilles étant fermées à l'entrée d'eux, tu ne peux pas encore accéder à ces choses-là. Du reste, j'ai bien précisé aussi qu'elles étaient gardées. Voilà. On est encore loin, justement, quand on est aux grilles? Ou là, vous êtes à une dizaine de mètres à peu près. Est-ce qu'il y aurait possiblement un autre endroit pour rentrer? Oui, c'est une colline. Le contournement est possible, mais après, il est à flanc de falaise. Et connaissant le niveau de sécurité qui est attendu pour ce genre de choses-là, tu dois être sûr qu'il doit y avoir des patrouilles maritimes tout autour pour éviter que des petits plaisantins ne veuillent gâcher la partie. Puis, c'est aussi une habitude, c'est-à-dire que Boré a survécu à des millénaires de tentatives d'intrusion, d'invasion, d'ingérence, et toujours là où elle se trouve, vierge et immaculée de toutes les salissures du reste du monde, c'est qu'il y a une petite raison quand même. Donc vous êtes à 10 mètres effectivement de ce garde qui est là et qui tient le portail. Il est positionné derrière le portail et il y a évidemment une masse de gens qui s'agglutinent devant dans l'espoir béat de voir arriver la procession et d'avoir des choses à raconter ensuite pendant des décennies à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. En termes de tradition, est-ce que par exemple il y a des choses qui se transmettent au sein d'une famille, un bijou, tu vois, quelque chose que quelqu'un aurait pu égarer et que miraculeusement j'aurais retrouvé, que j'aurais pu ramener? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça se plaide. Montre-moi comment tu fais. Je ne sais pas, du coup, est-ce que, par exemple, quelque chose un tissu bleu, un mouchoir, tu vois, quelque chose au sein de la famille, et mon Dieu, et j'arrive face... Alors, de manière générale, pour t'aider un petit peu à comprendre, sur les 4000, 5000 personnes qui sont les plus proches d'eux, tu remarqueras qu'il n'y a pas de miséreux. Parce que personne n'essaie de faire les poches à personne. Tu vois que le niveau social des gens qui sont ici, c'est des marchands, ce sont des personnes qui ont la possibilité aussi de manquer une journée de travail pour être là, et que de manière un peu subtile, les gardes, depuis le matin, ont fait comprendre aux miséreux et autres traînes savates qu'ils avaient parfaitement le droit d'assister, de se réjouir et d'être en liesse, mais loin. Voilà. Et il y a les grilles et le reste c'est un muret, c'est un ensemble de grilles. C'est un ensemble de grilles en fer forgé, lesquelles montrent jusqu'à 2 mètres de hauteur avec des rebords et des pics ouvragés.
de par mon expérience dans la ville de trafic et de potentiellement tunnels un peu cachés, est-ce que j'ai la connaissance d'un réseau souterrain qui pourrait nous permettre d'accéder à l'intérieur de la basilique? Alors, il existe des réseaux souterrains, souvent inondés, d'ailleurs à Boré. En fonction de certaines crues importantes, tu sais qu'il y a des endroits de contrebande qui sont très exploitables et d'autres qui sont des pièges mortels pour ceux qui s'y attardent. Mais par rapport au palais princier des princes marchands, il n'y a strictement, absolument rien du tout. Et si jamais il y avait quelqu'un qui avait un jour tenté de saper quelque chose là-dedans, on aurait retrouvé son corps en 18 endroits différents. J'essaye de voir si à côté de ça, il y a, parmi les gens que tu disais, il y a vraiment personne qui dénote, qui pourrait être un soutien à mon doute. Me dire que j'ai eu la sensation que des gens sont rentrés qui ne devaient pas faire partie de la procession. Mais est-ce que du coup, autour, avec nous, il y aurait d'autres personnes qui pourraient être là en soutien et qui dénoteraient de la même façon? C'est assez difficile pour toi à dire pour une raison très simple, c'est que c'est une marée mouvante quand même de têtes qui, en plus, sont un petit peu plus courtes que toi. C'est-à-dire que à la tête, toi, tu es supérieur à eux en hauteur et tu vois ça comme une espèce de marée de chevelure qui avance. Tu as les odeurs également qui montent, qui mariées avec les embruns marins, c'est vraiment des odeurs de transpiration, de parfum, de choses ainsi. Et tu as toujours cette espèce de doute-là dont tu n'arrives pas à te départir par rapport à ce que tu as vu auparavant. Et c'est comme une espèce de pôle magnétique qui t'empêche de te concentrer pleinement sur ce qui se passe autour de toi pour répondre simplement non, tu ne vois rien. Rien du tout. Il n'y a pas une personne qui, parmi cette marée, resterait fixe. Il faudrait pour cela que tu me réussisses un test de trame à 6. À 6? Oui. Il a 3 en trame, ça veut dire que si jamais il doit réussir un test de trame à 6, il faut qu'il diminue cette difficulté de 3 points. Pour y parvenir, il peut le faire en utilisant un de ses traits de personnalité, c'est-à-dire il me décrit ou il interprète la situation, la scène, avec un de ses épithètes qui sont précis, méticuleux et clair. Donc j'essaye. Charge à lui d'y parvenir pour descendre d'un point. Et tu peux l'utiliser qu'un de ces 3 traits d'ailleurs. Tu ne peux pas utiliser les 3 bien sûr. Il peut dépenser des points d'énergie. C'est un effort terrible. Il doit se racler la soupière pour essayer de mettre le doigt sur cette sensation un petit peu étrange et diffuse qu'il a sans garantie de succès. Et il peut se faire aider également par d'autres personnes auquel cas il faut qu'il la sollicite et donc je le laisse le faire en roleplay. Je pense qu'on va être un petit peu bloqué là où on en est. Mais je suis persuadé que des gens ne pourront pas agir seuls. Ils sont forcément accompagnés d'autres personnes. Et j'essaye de voir si il n'y aurait pas, parmi tous ces gens, juste quelqu'un qui dénote, quelqu'un qui observe, quelqu'un qui pourrait être un soutien. Et là, j'avoue être bloqué par ce que je viens de constater dans la procession et je n'y arrive pas. Donc du coup, voilà. Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu penses avoir vu quelqu'un qui... Eh bien, cherchons ensemble. C'est cela. Et donc je cherche aussi, selon ce qu'il m'a donné comme description, ce type. Et je vais y aller méticuleusement. C'est-à-dire voilà, je cherche vraiment à, malgré ce qui me trahit, j'essaye de voir des points stratégiques par rapport aux grilles ou aux sorties. Mais de même, tu as été très très clair dans ce que tu m'as énoncé. Voilà. Donc voilà, tu as ton bonus de personnalité qui s'applique. Okay. Donc tu as 3 points en trame, tu as ton bonus de personnalité, tu es aidé, il te manque un point. Et ben, je vais sacrifier un point. Un point de tes 10 points d'énergie, effectivement. Tu le fais. Pour me concentrer fortement et essayer de voir si quelque chose dénote qui pourrait amener du coup... C'est ça. En fait, c'est très étrange parce qu'en réalité, tu vois, en cherchant au loin, en cherchant autour, quelles pourraient être les sorties, les accès, etc. Il y a cette grille-là qui permet d'accéder à. Mais quand elle a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a... Tu voyais qu'elle cherchait d'autres endroits. Tu as vu que si jamais on contourne de l'autre côté, il y a d'autres chemins qui mènent jusqu'au palais, qui peuvent éventuellement rejoindre par là. Et là, tu remarques effectivement qu'il y a une personne qui est surélevée par rapport aux autres alors qu'elle n'est pas plus grande. Comme si elle se tenait sur un espèce de muret. Et en fait, en réfléchissant bien à cet élément qui te turlupinait depuis tout à l'heure, c'est qu'au milieu de cette marée mouvante de têtes partout, lui ne bouge pas. Et c'est à ce moment-là que tu l'identifies. Et tu vois cette personne qui doit avoir une 60aine d'années, un collier de barbe qui lui mange le visage de manière bien touffue, on ne voit pratiquement pas du tout ses lèvres, blanc-gris à peu près, des yeux très renfoncés dans une peau un petit peu sombre. Mais peut-être c'est un effet de lumière, peut-être est-ce que c'est les vitraux et leur réverbération qui donnent cet effet-là, mais non, ça te dit quelque chose, cette couleur de peau, elle n'est pas de Boréalis. Peut-être, c'est difficile à voir. Et tout ça se passe très rapidement en fait. Et c'est lui qui te met la main sur l'épaule, qui te fait « est-ce que c'est par là ?» et tu vois ça. Et cette personne à ce moment-là se retourne et te regarde droit dans les yeux. Vous êtes à 300 mètres l'un de l'autre avec une marée humaine mouvante entre vous deux. Et il te fait... Et il disparaît. Ah!
Il était là. Pendant ce temps-là, elle était avancée, elle est à 5 mètres de vous, donc tu es séparé du groupe, et tu te retrouves face au garde qui est là, qui te surplombe de sa stature. Il mesure presque 1m95 et presque autant d'épaules. Et lui porte entre ses deux mains le pommeau d'une épée longue qui descend jusqu'à ses chevilles. Et au moment où tu approches, il t'a avisé. De la même manière que toi, tu as repéré l'autre, il a vu l'élément qui arrivait à contre-courant, on va dire, de la marée humaine qui essayait d'avancer comme ça, avec le visage extatique. Et il te regarde arriver comme ça, et il ne dit mot, mais attend de voir ce que tu lui veux devant la grille. J'ai l'air complètement paniquée, du coup en tendant un espèce de tissu en fait brodé quoi. C'est Mademoiselle Le Morveau a fait tomber son mouchoir. Je vous en prie, il faut absolument que j'aille lui rendre. Sinon le mariage ne pourra pas se faire. On va faire un test d'esprit en opposition. Tout à fait. D'accord. Tu vas me dire à combien tu veux réussir ton test d'esprit. Moi, je sais à combien il réussit le sien. L'effort qu'il considère, ce qu'il met dedans, son entraînement et toutes ces choses-là, pour voir s'il va voir clair à travers ton bluff. Ok. 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 Est-ce que tu as des bonus? Eh ben, je me dis que, est-ce que le côté dévoué, tu vois, là, c'est dévoué à ma cause, j'ai bien conscience qu'il faut absolument y rentrer, je donne tout mon actif. Oui. Donc, j'ai 4 d'esprit de base, donc là, avec dévoué, ça me ferait un 5. Oui, tu as 4 en esprit de base, j'ai oublié que tu étais un Golgoth, oui. Du coup, ça change l'esprit du gars. Lui, non, parce que j'ai son chiffre devant moi, donc... Je veux vraiment réussir à passer. C'est dur d'estimer combien de points d'énergie. Tu peux en dépenser 3 au maximum. J'en ai dépensé 2. C'est vrai? Je sais pas. Bah, le gars, c'est un garde qui garde la procession d'un mariage. Tu crois que 2, ça va suffire? Je te demande. Moi, je suis rien, je suis juste ton anti-Jiminy Cricket, moi, tu sais. Ok, bah 3, vas-y. Mais tu es comme tu veux. Dépense tout. Putain. Elle veut rentrer. Ah oui, donc tu t'es vraiment donné, là. T'as donné le max. J'ai pleuré, tu vois. T'as pleuré. Oui, le maquillage, d'ailleurs, coule un petit peu. Tu en tiendras compte pour la suite du scénario. Formidable. Non, mais vraiment. Oui, d'accord. Ouais, ça aura un impact important peut-être plus tard. Okay. Un indice chez vous sur votre écran. L'homme semble voir clair à travers ton bullshit, mais les larmes, le maquillage qui coule, et d'un seul coup, tu vois la faille. Et ton professionnalisme fait que tu n'as pas le sourire de triomphe qui vient trahir ton rictus de pauvre dame éplorée et altruiste. Et lorsque le doute s'immisce, tu vois qu'il est très perturbé. Il ne sait pas du tout quoi faire. Il se retrouve dans une situation absolument épouvantable pour lui, le pauvre. Mets-toi à sa place, enfin. Il a un job sur cette terre, c'est de garder cette grille. Mais il semble apparemment convaincu qu'il y a un problème. Et il essaye de se ressaisir, il regarde à gauche, il regarde à droite, ce qui vous amène également, enfin toi qui es à côté, de pouvoir regarder également à droite, à gauche, quel est l'espacement qui existe entre les gardes à différents endroits. Et tu vois qu'en fait, il y en a qui patrouillent. Il fait un demi-pas en avant, tend la main. Donnez-moi le tissu. Comment ça vous le donnez? Mais ça a une importance telle... Je ne peux pas vous le transmettre. Accompagnez-moi, si vous le voulez. Accompagnez-moi, mais je ne peux pas vous laisser... Regardez vos mains comme elles sont sales. Je ne peux pas vous laisser toucher ce tissu d'une telle importance. Le pauvre homme regarde sa main. Accompagnez-moi si vous le souhaitez. Il regarde sa main. Et il voit qu'il y a une patrouille qui arrive, et là, il y a une espèce de soulagement total parce qu'il va pouvoir enfiler la patate chaude. Et hey, Yardoul, viens voir vite. Alors, il y a un début de clameur dans la foule, puisqu'il y a quelque chose qui est imprévu qui est en train de se produire. Et tout de suite, tu sens un mouvement qui arrive et qui t'écrase contre la grille. Ok. Danger. Danger pour toi. Vous êtes un petit peu emporté pendant que vous êtes en train de regarder ça, qui coïncide à peu près avec le moment où tu vois disparaître la tête de l'homme après qu'il t'ait souri. Et tu vois que le mouvement part en fait de proximité d'où elle se trouve, qui est juste en face du garde. Vous additionnez un +1, vous revenez dans la scène. Toi, tu as vu cette chose-là, tu vois qu'elle va être complètement écrasée contre la grille. Qu'est-ce que tu fais? Je me dirige vers elle justement pour essayer de la protéger, quoi. Enfin, de me mettre en bouclier. Donc tu te tiens directement à la grille. Normalement, le garde aurait dû aboyer « Retirez vos mains de la grille immédiatement », ce qu'il ne fait pas puisqu'il est en train d'appeler Yarldour. Yarldour qui comprend rien à ce qui se passe et qui voit le truc et il fait « Oh, oh ».
Et premier réflexe qu'ont ces hommes-là, c'est de mettre la main à la lame. Oui. Et le niveau de danger qu'il y a désormais pour la population, s'il n'est pas désamorcé très vite, va prendre des proportions potentiellement dangereuses. Donc, l'autre arrive, et il s'approche directement à côté, mais il garde toujours la grille à proximité, et il commence à discuter avec. Le mouvement d'ampleur part comme une espèce de vague, et va vite traverser la place, avant de revenir à l'endroit d'où il est, où les gens sont à la fois inquiets de quelque chose qui se passe, mais en même temps veulent voir ce qui est en train de se produire. Et il y a un mouvement qui va progressivement, dans les 10-15 secondes qui vont suivre, se rapprocher pour comprimer les gens contre la grille. Les premiers cris surgiront au bout de 10 secondes. Mais avant cela... Et pendant ce temps, nous, au niveau de la grille, il y a des chariots, où on a demandé à tout dégager, ou il y a des bâtiments. Non. Tu as les grilles qui sont transparentes, on va dire, parce que tu vois quand même à travers. Et derrière, tu as les jardins de la colline qui montent jusqu'à cette chapelle. En fait, la chapelle qui est là-haut, avec le dénivelé de 40 mètres dont je t'ai parlé, qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici. Et tu as ces espèces de terrasses avec des chemins qui serpentent pour pouvoir descendre à travers des terrasses de jardins fleuris et avec des beaux arbustes. Et c'est tout en haut de celle-ci que vous avez vu les trucs là-haut, parce qu'eux, ils partaient directement du palais, ils arrivent au-dessus. Et donc non, il n'y a pas d'accès pour des chariots, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc tu as juste en face 3 hommes en armes, dont 2 qui ont la main sur le pommeau, derrière la grille. Je te dis juste ça. Moi, mon idée, là, c'est d'amplifier le truc. C'est soit on amplifie et comme un ressac, on essaye de faire que les grilles se brisent, mais on est entre la grille et la vague. On sera avec le groupe, hein. On sera dans la vague. Et après, il suffit qu'il y ait quelques-uns qui rentrent, et on essaye de rentrer, on essaye de partir. Il se passe quelque chose de très très court, mais d'extrêmement intense. Ceux qui regardaient l'ont vu directement, ceux qui ne l'ont pas vu ont capté que quelque chose se passait par le coin de l'œil et ont tout de suite retourné la tête. J'ai dit des hirondelles, mais les colombes qui vont s'envoler dans le ciel, le vent, le claquement, le bruit des mouettes plus loin, les embruns, tout cela semble se ralentir quand les vitraux de la basilique explosent vers l'extérieur. Le bruit de la détonation vous arrive juste après, en même temps qu'apparaissent les premières flammes incandescentes qui jaillissent par la plupart des vitraux éventrés du bout de la nef. Puis, il y a comme une espèce de pluie de verre et de cristal coloré qui tombe finement le long de la colline et réverbère la lumière comme un kaléidoscope. Et d'un coup, le mouvement qui, pendant cette dizaine de secondes, vous a emmené contre les grilles, reflue brutalement dans un hurlement de terreur suraigu venu de près de 5000 personnes qui reculent. Les 3 hommes se sont aplatis au sol. La déflagration que vous avez entendue et vue se fait désormais ressentir comme une brise de vent qui, elle, vient d'une seule direction, contrairement à tous les courants marins que vous aviez depuis cette matinée, et vous couche presque au sol. La plupart des gens qui sont derrière vous sont tombés, sont déjà en train de se relever, et le piétinement débute. Est-ce que j'ai oublié de demander tout ça, est-ce que les grilles étaient fermées à clé ou est-ce qu'elles ont juste été fermées? Juste fermées avec un garde derrière. Ok, donc là les gars se sont couchés au sol, j'ouvre la grille et je me rue vers la chapelle. Tu vérifies que tu es suivi ou pas? Je crois être suivi par mon groupe, c'est plutôt ça. Je pense que c'est Très bien. Le fait. Parenthèse, est-ce que vous le suivez? Non, mais c'est pour ça. Oui. Moi, c'est dans ce sens-là. C'est que pour moi, voilà, on y va d'un seul homme. Ok. Parce que clairement, votre mission commence maintenant. Oui. Et c'est la suite au prochain épisode. Voilà, et j'ai envie de savoir un peu plus. J'avoue, Ça donne envie de se lancer pleinement dès l'épisode 2 sur cette action. Hein. En tout cas, moi j'ai bien aimé cette histoire, ça pose les bases.
Tu t'en as pensé quoi, toi, alors, à cette place particulière où tu vois les différentes caméras face à toi? Ça t'a donné... Eh ben, tu sais, on est dans le monde du théâtre et il y a des choses qui ne s'enseignent pas, qui ne se transmettent pas. Tu les as, tu ne les as pas. C'est une malédiction aussi, tu sais. C'est difficile pour beaucoup parce que on a du mal à se faire comprendre après quand on atteint un niveau de sensibilité aussi extrême. Non, c'est super flippant. Ah bah, en plus, avec les projecteurs, là, on a l'impression d'être dans une salle ciné. Hein, c'est particulier. Et toi, être positionné là, Mais moi, qu'est-ce que t'as ressenti? Eh ben, j'ai bien aimé. C'était cool de pas connaître, de découvrir des choses comme ça, et puis de petit à petit d'avancer avec les interactions avec les autres personnages, quoi. C'est cool. C'est différent. Avec Forst. Et être filmé de 3/4, ça t'a changé un peu? Moi, je sais pas, faudra me le dire si mon profil gauche est plutôt. Est-ce son bon profil ou pas? Et tiens, petit tour de table. Piétiner, Piétiner. c'était ça. Bah moi, comment dire, très spectateur, j'avais vraiment très à l'écoute de ce que tu disais, et puis je suivais tout avec vraiment d'impatience, voir comment ça allait se dérouler, et tout, donc hâte de faire le 2. Ouais, mais ça, j'ai été pris par ta narration, qui est différente de celle qu'on connaît habituellement et qui est intéressante aussi. Et à l'inverse de vouloir créer quelque chose en disant, ok, il me narre quelque chose, comment je rentre dedans. Et c'est pas facile quand on a un garde d'1m95 qui nous empêche d'avancer. Mais c'est génial, c'est top. Non, très bon moment et envie d'aller plus loin. Tension. Moi, je trouve qu'il y avait de la tension. Carrément. Tu sens qu'il va se passer quelque chose, t'aimerais bien tout de suite pouvoir réagir. Et c'est vrai que cette grille, tu as l'impression d'avoir une montagne face à toi et de dire comment je vais pouvoir m'en dépêtrer. Oui, et puis ce système que là où on aurait eu l'habitude de dire quelles compétences j'utilise, c'est pas une question de compétences, c'est qu'est-ce que je peux faire. Et c'est vraiment génial. Pour ça, ça donne vraiment envie d'aller plus loin. Alors, si jamais vous voulez, je peux vous dire que vous auriez pu déjà arriver là-haut de 3 manières différentes. Ne le dis pas. Mais peut-être de plus auxquelles je n'ai pas pensé. Ah, génial. Mais il n'y a pas de mauvaise manière de faire. Et ce que vous avez fait, en fait, moi j'ai trouvé ça super parce que vous avez profité de ce temps d'introduction, on va dire, dans une scène, dans un univers, etc., pour immédiatement être dans vos personnages les uns vis-à-vis des autres. Et ça s'est vu, en fait, dans l'harmonie du tour de table, de la répartition des rôles, et uniquement par la manière dont vous avez décrit, la manière dont vous assumiez votre propre rôle. Ça m'a mis directement un champ de poule. Non, mais ça engage, je trouve que le système engage à cela, justement, à s'investir. Tout à fait. Vous pourrez indiquer dans les commentaires ce que vous pensez de cet épisode. Et si vous avez regardé d'ailleurs les autres épisodes dans les autres Actual Play d'autres chaînes, parce que c'est des amis, donc profitez-en. Je peux préciser une chose pendant qu'on est en train de parler de ça, c'est qu'il existe un Discord du jeu Stabat Mater, dans lequel je mets beaucoup de choses, notamment des illustrations, des textes d'ambiance, et puis l'actualité, le suivi du développement de la gamme. Mais il y a également beaucoup des gens qui ont déjà joué, qui viennent et qui participent à une espèce de vie de communauté très sympathique, un peu foutraque, mais on assume absolument complètement, et vous y êtes bien évidemment les bienvenus. Il y a également la trace de tous les AP sur toutes les chaînes qui sont dedans. Donc, comme ce sont tous des gens absolument de grande qualité, venez nous rejoindre. On mettra le lien de ce Discord sous la vidéo, comme ça sera facile de retrouver. Parfait. Super. On se retrouve d'ici 2 semaines. On vous fait plein de gros bisous pour la suite. Épisode 2, Stabat Mater. On a hâte. Qu'est-ce qui va se passer Oh là, je suis en train de refaire un autre personnage. C'est du déjà vu. Ah, mais le trauma, le trauma là, il va finir avec une balle dans la tête. Plein de gros bisous, à dans 2 semaines, et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut. Salut. Au revoir.